Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Printemps 1988. Par fonction et par vocation, vous étiez un lecteur professionnel. Avec votre nomination à la tête de la Bibliothèque nationale, vous devenez un professionnel de la lecture. Comment vous êtes-vous retrouvé à ce poste? Dès les années 1970, il avait été question de moi ou de mon ami Furet pour la fonction d'administrateur général de la BN, à la demande d'Edgar Faure. Au bout de quelques années, André Miquel, patron de Richelieu, et avec lequel j'ai encore déjeuné aujourd'hui, en a eu assez. Il trouvait le poste passablement usant. À son départ, Michel Boyon, directeur de cabinet de François Léotard, l'actuel ministre de la Culture, m'a convoqué pour me proposer de reprendre la place. Je suis en effet un vieux lecteur de la BN. Je fréquente cette institution depuis 1951 quand j'étais encore étudiant, et je suis toujours resté fasciné par son espace circulaire de travail mais aussi de rencontres. Il existe, on ne le souligne pas assez, un côté social très important à la salle Labrouste, notre grande salle de lecture. Sur le coup, je n'ai dit ni oui ni non, et après beaucoup d'hésitation, j'ai fini par refuser et je suis parti à Londres où je devais diriger un séminaire. Ceci se passait en octobre 1987. J'ai envoyé un mot à François Léotard pour lui expliquer que j'avais des recherches à poursuivre, et que de toutes les façons ses amis allaient être battus aux élections, me laissant face à un ministre vraisemblablement socialiste qui pourrait bien me regarder de travers. Sur ce, et alors que je me trouvais en Grande-Bretagne, il m'a téléphoné pour m'indiquer qu'il y avait une espèce de malentendu puisque le Conseil des ministres allait en parler le lendemain et que pratiquement les dés étaient jetés. Si vous refusez, vous allez nous rendre ridicules, a-t-il ajouté. J'en ai parlé à Miquel qui m'a dit « Puisque je m'en vais, autant être remplacé par quelqu'un dont les propos à mon égard ne seront pas malveillants. » Nous nous sommes embrassés, en nous quittant. Il savait que son successeur ne dirait pas à tout propos. Mon prédécesseur était un ambitieux, mon successeur est un imbécile. Qui donc dans cette maison s'occupe des bagages? Alors j'ai accepté. Après tout, ce genre de proposition ne se refuse pas longtemps. Je connaissais pourtant les difficultés qui m'attendaient. Je savais que j'allais échanger une vie studieuse et douce contre une existence hyperactive. Mais j'assume ma décision même si ma femme, pour sa part, s'est montrée sur le coup moins enthousiaste. Pourtant, vous aviez déjà eu des responsabilités à Richelieu. Certes, Giscard m'avait déjà placé au conseil de la BN quelques années auparavant. Mais cet organisme était purement consultatif. Je me rappelle d'y avoir fait une intervention pour protester contre la façon dont les fiches de demande d'ouvrage étaient rédigées. Ces fiches portaient une mention qui, à tout bien réfléchir, était insultante pour le lecteur. Elle indiquait « ouvrage déjà communiqué à vous-même ». Elle laissait entendre que le demandeur souffrait de troubles de la mémoire. Quand en 1981, Jacques Le Ridé est parti, victime d'un véritable coup de pied au derrière de la part de son ministre de tutelle, j'avais fait son éloge a posteriori, c'est le cas de le dire, et il m'en avait été reconnaissant. Si à cette époque, on m'avait simplement confié la partie informatique de l'établissement, j'aurais été intéressé. Mon nom a en effet toujours été lié à cette technique. Or, je dois reconnaître qu'en histoire, j'ai souvent utilisé l'informatique mais jamais sans le concours d'informaticiens de métier. En revanche, en tant que patron de la BN, j'aimerais que mon mérite personnel soit attaché à l'informatisation de cette maison, un chantier que je compte relancer le plus rapidement possible. Vous évoquez le retard de l'informatisation, mais si l'on en croit le rapport Beck, la BN souffre également d'autres insuffisances et dysfonctionnements, à commencer par le manque de place. En effet, si l'on veut améliorer l'organisation générale de Richelieu, je crois qu'il faut se placer au point de départ, dans la perspective des critiques qui lui ont été faites. Je pense évidemment au rapport Beck, que vous évoquez. Disons simplement que les critiques de Beck présentent un certain intérêt, mais sur quelques points seulement. Pour le reste, nos avis divergent fortement. Des critiques peu méritées? Un exemple. On accuse la BN d'en faire trop, d'avoir une volonté d'exhaustivité trop grande, matérialisée, il est vrai, par la formidable institution du dépôt légal. En réalité,
Cette exhaustivité est à la base même d'une bibliothèque nationale. Les chiffres que j'ai eus en main lors de mon installation à Richelieu montrent d'ailleurs que nous sommes loin du compte. Même pourvu du dépôt légal, l'ABN reçoit 280 000 volumes par an. Sur ce nombre, elle en conserve 80 000 et redistribue les 200 000 restants à d'autres bibliothèques. Dans le même temps, et à titre de comparaison, la Bibliothèque du Congrès, aux États-Unis, reçoit 3 millions de volumes annuels et en redistribue grosso modo 1 million. On ne peut donc pas dire que l'ABN en fait trop. De toutes les manières, je le répète, elle possède une vocation d'exhaustivité, au moins nationale. Il est vrai que nous ne sommes pas obligés de garder la totalité des éditions locales, des journaux de province. Elle conserve le Midi Libre ou Ouest France mais non le journal des Moustiers en Cinglet, ou celui de Saint-Laurent-de-Condel. Parmi les critiques visées par ce rapport, figurent également les secteurs spécialisés, les fameux départements monnaie et médailles, estampes, cartes et plans et quelques autres. Sur ce point, je considère ces attaques encore plus injustes car ces départements prestigieux fonctionnent très bien. Ce sont de belles collections, elles ne prennent pas trop de place et elles s'accroissent lentement. Il n'est donc pas question de nous en débarrasser car elles sont avec nous depuis longtemps, en particulier le département des estampes qui constitue vraisemblablement le plus beau musée d'estampes du monde. Nous y abritons ainsi les collections de l'abbé de Marolles. Il fut, sous Louis XIV, un collectionneur littéralement enragé. Il a détenu jusqu'à 200 000 estampes voire davantage, qu'il a cédé à Louis XIV en espérant être nommé en retour précepteur du dauphin. Le roi a pris les estampes de l'abbé, mais ne l'a pas nommé précepteur. Il lui a préféré l'abbé de Fleury, devenu plus tard cardinal et premier ministre de Louis XV. Comportement royal s'il en est. Les estampes ont donc fini à la librairie du roi, rebaptisée plus tard Bibliothèque nationale. Après la nationalisation des biens du clergé, dans les premières années de la Révolution, nous pûmes assister à cette étonnante journée où des charrettes venues de tous les monastères et établissements ecclésiastiques parisiens, chargées de paperasses et de manuscrits précieux, se sont déversées dans la cour de l'ABN. Mais, au lieu d'en faire un gigantesque brasier, on a eu l'idée de les rassembler dans l'actuel département des manuscrits. C'est la plus belle collection d'enluminures qui soit au monde, et elles ont vocation à rester à Richelieu. Quant aux cartes et plans, une très belle collection également, il n'y aurait là encore aucun sens à s'en dessaisir. En revanche, il n'est pas choquant que les imprimés déménagent sur un nouveau site. Mais incontestablement, les petits départements, je le répète, doivent rester à Richelieu. Vous ne seriez donc pas hostile à ce que l'ABN décentralise une partie de ses imprimés ? Pas le moindre. Nous comptabilisons actuellement 11 à 12 millions de volumes et leur nombre, c'est vrai, est en constante progression à cause du dépôt légal et des acquisitions. Nous faisons partie du club des 5 sœurs, les 5 plus grandes bibliothèques du monde, les 4 autres étant anglophones, Harvard, New York Public Library, Library of Congress à Washington et la British Library. Les Français devraient donc se rendre compte qu'ils ont cette chance de posséder l'une des 5 plus grandes bibliothèques mondiales. Ceci dit, ne nous le cachons pas, la place en effet commence sérieusement à manquer. En un sens, la décentralisation de l'ABN existe déjà puisqu'on possède d'autres sites comme celui de Versailles pour ne citer que celui-là. Mais ce sont de petites annexes. La réalité est qu'on étouffe, notamment sous le poids des périodiques. On peut évidemment creuser le jardin Vivienne. Mais la solution vraiment révolutionnaire consisterait, à l'exemple de ce qu'ont fait les Anglais à Saint-Pancrace, à abandonner Richelieu pour construire une grande bibliothèque de 160 000 m² au lieu des 100 ou 120 000 actuels. On installerait des compactus, ces espèces de rayonnage mobile montés sur roulettes et capables de se rapprocher les uns des autres. À ce moment-là, au rythme des entrées actuelles, on pourrait vraisemblablement tenir un siècle. L'idéal serait qu'on nous donne le bâtiment de la Bourse, voisine de l'ABN, même s'il est attristant d'abandonner Richelieu et ses salles magnifiques. L'autre solution, car il existe une autre solution, consisterait à ouvrir une BN bis. On peut toujours objecter que la BN n'est pas une amibe, qu'elle ne peut pas se dédoubler si facilement. Les lecteurs, de leur côté, accepteraient-ils d'aller à 2 endroits différents selon leur demande ? Possible mais pas certain. Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse d'une BN bis, Richelieu garderait le vieux fond,
à savoir les livres jusqu'en 1985 à 1990 et les périodiques jusqu'en 1959 puisque aujourd'hui déjà, une partie des périodiques se trouve à Versailles ou ailleurs. On pourrait ainsi mieux loger le vieux fonds, le bichonner et il constituerait en même temps une espèce de musée. Restent les millions d'ouvrages en voie d'acidification et d'autodestruction. Que comptez-vous en faire? Il faudra les sauvegarder par des bains désacidifiants et les microfilmer. Contrairement à ce que l'on pense, le coût d'une telle opération ne revient pas si cher puisqu'on peut baigner 700 volumes à la fois. Nous disposons pour cela de 2 procédés. Le procédé liquide installé sur notre site de Sablé, legs d'un ancien sympathisant de la rue Richelieu, et le procédé américain au gaz. Mais ce dernier explose assez régulièrement. C'est un peu embêtant. Pour les documents mais surtout pour les gens qui travaillent autour. Ceci dit, le bain désacidifiant n'a pas que des avantages. On ne peut plus présenter l'ouvrage au lecteur. Il faut le mettre en conserve pour pouvoir le prêter à quelques privilégiés et 50 ou 100 ans plus tard, on pourra le microfilmer. En fait, d'un pays à l'autre, les pratiques diffèrent. J'ai visité la Bibliothèque nationale canadienne à Ottawa, où les livres sont désacidifiés dès leur entrée au titre du dépôt légal et des acquisitions. Ils sont ensuite microfilmés. Inconvénient, le lecteur ne pourra plus avoir accès qu'aux microfilms dont la lecture est plus difficile. Il va y avoir là toute une culture à changer côté lecteur alors que les procédés de lecture, eux, n'ont guère bougé depuis les papyrus. Sans compter que le microfichage revient très cher puisqu'un livre microfiché coûte environ 200 francs. Prix de revient de l'opération appliquée à une collection entière, 200 millions voire davantage. D'où l'idée d'une souscription. Il s'agirait d'organiser des journées BN télévisées, avec l'aide de Bernard Pivot et d'autres. Quoi qu'il en soit, le livre a toujours un grand avenir car il est pratique. Sur un écran, on ne peut de toutes les façons ni commenter ni surligner un texte. Au ministère, Beck enfourche le cheval, un peu fourbu à mon sens, de la modernité et de la lecture sur écran. Mais je me suis renseigné en écrivant à la bibliothèque d'Harvard et de quelques autres. Eux voient le livre encore bien vivant pour un demi-siècle au moins. De même que les protestants ont la communion sous les 2 espèces, vin et croûtons de pain, nous soutenons le point de vue de la communication des livres sous les 2 espèces, papier et écran. Les nouveaux supports sont évidemment très importants pour les livres abîmés, mais le support papier traditionnel a l'immense mérite de produire un objet usuel, démocratique et éventuellement esthétique. Ceci dit, notre chaîne du livre, côté catalogue et fichiers, est en voie d'informatisation. On n'écrira plus, tout sera enregistré sur mémoire d'ordinateur. N'est-ce pas remarquable pour des gens qu'on traite régulièrement de dinosaures? Bientôt nous aurons accès à tous les livres, sous forme d'entrée par auteur, par titre, par matière ou par sujet. Ce sera un très grand succès, n'en doutons pas. Le bilan est moins flatteur du côté des bibliothèques universitaires, BU. La France en compte actuellement 61 contre grosso modo 145 en RFA et 554 en Grande-Bretagne. Est-ce qu'une partie des problèmes de la BN ne serait pas réglée par une augmentation du nombre des BU? Ce sont en général des bibliothèques de moyenne importance, mais je reconnais que la situation de la France, en matière de bibliothèques universitaires, n'est guère brillante. La supériorité américaine en ce domaine est bien connue, inutile d'insister, mais il est vrai qu'en plus, à la New York Public Library, pour ne prendre que cet exemple, tout le monde peut entrer. Une précision. La bibliothèque de Columbia et celle de la New York University, qui compte plusieurs millions de volumes chacune, drainent quantité d'étudiants et soulagent ainsi la Public Library. Le drame de la BN, à la différence de ce qui se passe aux États-Unis, est qu'elle focalise toute la clientèle de lecteurs françaises et étrangères. En France, Beaubourg doit dépasser le million de volumes alors qu'aux États-Unis, la Public Library en est à 12 millions, au moins. Mais enfin, rien n'est perdu. La France n'avait-elle pas, après la Seconde Guerre mondiale, un médiocre réseau téléphonique? Or aujourd'hui les choses vont bien. Les musées de leur côté, ont beaucoup progressé même si c'est de façon partielle. Ainsi, leurs conservateurs sur initiative baladurienne ont été augmentés en termes de salaire, contrairement aux conservateurs de bibliothèques. Injustice bizarre. Du coup, les conservateurs de bibliothèques et d'archives sont mécontents et je les comprends.
Balladur a peut-être procédé à cette augmentation salariale pour garder le Grand Louvre, où il possède de superbes bureaux dédiés aux finances. Il avait sans doute besoin de se concilier les conservateurs. En règle générale, les magasiniers gagnent entre 5 000 à 6 000 francs par mois, les conservateurs en chef terminent à 10 000 pour une moyenne située entre 8 000 et 12 000. En comparaison, un magasinier canadien se fait autour de 10 000 francs mensuels. Aux exigences des enseignants eux-mêmes, qui sont loin d'être satisfaites, l'ABN et les bibliothèques en général restent un bras mort du système salarial. Le grand problème est que les ministères sont des lieux protégés. Un ministre s'arrange toujours pour donner des primes à son personnel ou des 13e mois afin d'éviter les grèves. Il est à la fois juge et partie. Chaque fois qu'il doit prendre des informaticiens ou trouver un directeur financier, le ministère se garde les postes. Quand il faut supprimer des emplois de conservateurs, suite à des réductions du nombre de fonctionnaires, on ne peut le faire à Rodez à cause d'un député local trop influent. Mais à Paris, curieusement, cela devient possible. Je pense que certains des princes qui nous gouvernent considèrent sans trop le dire, que les bibliothécaires étant souvent des femmes, elles protesteront moins. Ceci n'explique pas tout. N'existe-t-il pas en même temps une certaine pesanteur institutionnelle au sein de la maison ? On ne peut tout à fait l'exclure. Ce sont des choses que je ne peux pas dire trop fort, mais le personnel est, dans un certain nombre de cas, surtout pour une partie des strates les moins payées, assez décontracté. Ma fille a été magasinière, elle a fait le même travail à l'ABN et à Harvard. Outre-Atlantique, on travaille ferme. À 8 heures, elle était au boulot. Elle travaillait avec beaucoup d'intensité en comparaison avec ce qui se passe ici. Entre les deux systèmes, il existe sans conteste un problème de productivité différentielle et d'habitude nationale spécifiquement française. Jusqu'à présent, nous n'avons connu que 3 petites grèves facilement désamorcées. Il s'agit d'un sport assez délicat pour l'administrateur, mais je commence à en avoir la maîtrise. Le gouvernement vient en effet d'octroyer un nouveau statut au personnel. Cette mesure va permettre de voir venir les choses. Mais tout peut recommencer, à tout moment. Ceci dit, il faut reconnaître, répétons-le, que les salaires des magasiniers sont vraiment bas. Quand les grèves surviennent en juillet, la chose est particulièrement pénible car c'est l'époque où, comme les hirondelles, du temps où il y en avait encore, les Américains arrivent en France pour travailler à Richelieu et ils sont furieux de trouver porte close. Les hexagonaux aussi, du reste. Les Français sont toujours favorables aux grèves quand elles ont lieu dans les banlieues rouges. À côté de cette pesanteur, liée entre autres aux différents corporatismes de la maison, on trouve aussi, notamment parmi les conservateurs, des gens ouverts, lesquels sont en grande majorité des femmes. Comment expliquer cet état de choses ? Par l'éternel problème des salaires féminins de facto inférieurs aux salaires masculins, puisque le métier de conservateur n'attire pas tellement les hommes. Il est vrai que quand elles ont de jeunes enfants, les horaires de la maison peuvent s'adapter sans trop de soucis. Les femmes constituent donc un matriarcat que personnellement j'apprécie. Le personnel spécialisé compte, à lui seul, 230 personnes environ, auxquelles s'ajoutent 500 cadres et 500 à 600 magasiniers. Bien sûr, il existe aussi des mouvements de nature syndicale ou apparentée, notamment cégétistes, parce que Balladur a commis de grosses injustices vis-à-vis d'eux. Mais en règle générale, côté conservateur en tout cas, ces revendications, lorsqu'elles ont lieu, ne sont pas de caractère idéologique. Il existe bien à l'ABN un syndicat CGT mais il est relativement peu influent, sauf à la grande salle de lecture, autrement dit au département des imprimés. Quand la CGT est vraiment décidée, elle peut assez facilement déclencher une grève. Du coup, les lecteurs sont furieux. Je m'arrange quand même pour trouver 10 jaunes susceptibles d'ouvrir la salle, sinon c'est moi qui me fais insulter par les usagers. En effet, la CGT touche surtout, pour ne pas dire exclusivement, les magasiniers, les conservateurs étant plutôt syndiqués à la FEN, la CFDT, la CFTC ou EFO. Disons au passage que ce pluralisme syndical à la française, avec les incitations à la concurrence qu'il produit, a quelque chose d'un peu ridicule dont on n'a pas l'équivalent dans les pays anglo-saxons. J'avoue que la faible syndicalisation des conservateurs m'arrange plutôt. Je me souviens qu'en pleine affaire de Vaquet, Antenne 2 avait interviewé le président d'une université méridionale.
Profitant de son passage à la télévision, celui-ci avait lancé un appel à tous les étudiants, pour les inciter à se mettre en grève. Je le connaissais bien, c'était un socialiste très en pointe, mais j'ai trouvé excessif qu'un président d'université appelle lui-même à l'arrêt de travail. Imaginons le PDG de Renault appelant les ouvriers à faire grève contre lui-même. Grotesque. La BN a connu des mouvements de contestation dans le passé. Mais il s'agissait surtout de mouvements de magasiniers, là encore. On retrouve un peu le vieux système des offices français, en place depuis Louis XI. Je te donne un office, tu es titulaire à vie, tu peux même le léguer à ton fils ou à ton gendre, c'était le cas sous l'Ancien Régime. En contrepartie, moi l'État, je te paye 3 fois rien mais tu as le droit de ne rien faire et de contester. Je parle, on l'aura compris, de l'époque de Louis XII. En fait, la fonction publique ne marchait pas si mal au XIXe siècle, avant que Courteline se moque des fonctionnaires car depuis 1910, ce système s'est quelque peu dégradé. Il n'empêche, sans entamer une restructuration complète du modèle bureaucratique, je pense qu'on pourrait être un peu plus efficace. Un exemple, il se produit assez souvent que nos factures ne soient payées par nos services que 6 mois plus tard. Un problème énorme, on met plus de 6 mois à payer les fournisseurs. Du coup, ils ne veulent plus fournir et certains d'entre eux font même faillite. C'est presque incroyable. L'un des problèmes majeurs de la Bibliothèque nationale ne vient-il pas également de ce qu'elle dépend de 2 ministères à la fois, la culture et l'éducation nationale? En effet, ce poste, celui que j'occupe actuellement, a été progressivement démantelé. Normalement, je devrais être directeur de toutes les bibliothèques de France, comme le fut Julien Quint en son temps. Durant 30 années, il a dirigé, à partir de ce bureau, un vaste réseau franco-français de bibliothèques, sous l'égide de l'Éducation nationale. Mais mes prédécesseurs ont laissé croupir le système jusqu'à ce que Lang, pour arrondir le budget de son ministère, a, selon l'élégante expression d'Emmanuel Deroux, piqué la BN à son collègue de l'Éducation et l'ayant piqué, il s'est aperçu que ce n'était pas un cadeau. Ainsi, lors de grève du personnel, il faut voir, outre les 2 ministères concernés, l'Éducation nationale dont dépend une partie de notre personnel et la culture, le budget, les finances et Matignon. Par une chance extraordinaire, l'Élysée est actuellement dans l'opposition et il n'y a donc pas besoin d'ajouter à la liste le président de la République. Ce problème de bigamie crée un casse-tête permanent. Si on ne veut pas courir à la catastrophe, il faut en effet abandonner sur le champ toute affaire courante et s'occuper des grévistes. Ce n'est évidemment pas la tâche que je préfère, mais elle est indispensable. Je suis un patron du XIXe siècle. Quand il y a grève dans son ministère, le ministre peut toujours augmenter les salaires de son personnel, lui octroyer des primes ou placer un cordon de CRS dans la rue. Tandis que moi, j'ai les grévistes dans le vestibule de mon bureau et je me fais un devoir de dialoguer avec eux. Dès qu'il y a un piquet de grève, je n'hésite pas, pour calmer les choses, à aller serrer les mains des 10 grévistes et à les recevoir. Ils veulent entrer dans mon bureau tous à la fois. J'ai beau leur dire seulement 5 pas plus, ils se ruent dans la place. C'est pittoresque au début mais à la longue, ça lasse. J'ai mon délégué CGT, qui travaille dans le secteur des archives. Il emploie de grands mots, existentiels, surréalistes, etc. Quelqu'un qui a sans doute une certaine culture. De toutes les manières, pour le moment, tout est calme. Je savais, en acceptant le poste, que j'aurais eu à m'affronter à ce genre de choses. Mais comme toujours, on ne le mesure vraiment que sur place. Certes, l'administrateur général vit d'une vie qui n'est pas celle du fonctionnaire moyen. Il a 2 chauffeurs, un bel appartement, une femme de chambre, quelqu'un qui sert l'apéritif quand il reçoit. Si j'étais postier à Montélimar, je trouverais que c'est la grande vie. Mais à certains moments, je me dis qu'il est plus amusant d'être chez soi et d'écrire des livres. Ce petit moment de cafard est cependant vite passé. Ceci dit, nous ne sommes pas plus malheureux à la culture. L'éducation nationale compte des millions de personnes, élèves inclus, et se désintéresse totalement de la BN. Être à la culture n'est donc pas forcément un mal. Je suis sous les ordres d'une direction du livre qui est dirigée par Jean Gattegno, un type assez intéressant bien que pointilleux et interventionniste. Balladur, de son côté, a fini par augmenter les salaires de la culture et notre situation n'est plus forcément si mauvaise. À tout prendre,
Il vaut probablement mieux être un gros établissement dans un petit ministère que l'inverse. Sans compter que la rue de Valois est de ce point de vue un très bon ministère. Le ministre n'a pas à gérer l'inflation ni le chômage. Il n'a qu'à se montrer à la télévision. Lorsqu'on a restauré la statue du Mont Saint-Michel, Léotard était dans l'hélicoptère pour remettre l'archange à sa place, sur l'extrême pointe du mont. Il semblait ravi. C'est évidemment assez coûteux pour le contribuable, mais l'effet publicitaire pour le ministre est à tous les coups assuré. Une bibliothèque nationale, pourquoi faire ? À quoi sert ? Au juste, une bibliothèque nationale à l'heure du numérique et de l'internationalisation des centres de documentation ? En fait, une bibliothèque nationale trouve son identité d'abord dans le dépôt légal, c'est-à-dire pour la France, dans la production principalement francophone, de tout ce qui s'édite sur notre territoire. Elle est une sorte de mémoire nationale, et va très au-delà de l'histoire comme discipline. Elle touche pratiquement toutes les branches du savoir, même scientifique. Elle possède donc un rôle d'archivage. Or, l'archive est ce qui survit, mais le principe de sélection est très souvent dû au hasard des destructions. Le fait est que depuis Colbert, on a commencé à rassembler les imprimés plus systématiquement. Parmi ceux-ci domine évidemment l'histoire religieuse, nationale et civique. Se sont surimposées, plus tard, les exigences d'objectivité de la recherche pure, avec une extension du domaine de l'édition scientifique. Le principe du dépôt légal, d'abord français, a été étendu par la suite à presque toutes les nations du monde. Le dépôt légal existe donc depuis longtemps en France et devient de facto obligatoire avant même la Révolution française. Il est sûr qu'aujourd'hui, avec ses 90 dépôts d'archives départementales, manuscrites ou imprimées, la France a fait un fantastique effort de conservation du passé. Cette exhaustivité inclut au passage la littérature maudite. Pour l'accueillir, nous disposons, faute de mieux, de l'enfer de l'ABN. Mais cet enfer ne concerne pas que la littérature érotique. Je songe notamment au livre de Jean Edernalier, très hostile à Mitterrand, et où il était question des liaisons et des frasques de ce dernier. Le texte a circulé sous le manteau, alors qu'il n'était pas encore imprimé. Après l'avoir lu, je l'ai transmis à Jacqueline Piatier, journaliste au Monde, qui elle-même l'a remis à André Fontaine, son patron. Un beau jour il faudra placer ce manuscrit à l'enfer, mais pas maintenant. D'après mes souvenirs, l'expression en était assez grossière, je n'insiste pas. Car il existe, quoi qu'on en pense, des tabous en la matière. Ne parlons pas de l'obscénité, la chose va de soi. Mais dans un tout autre domaine, celui des idées et des idéologies, on se confronte aussi à des tabous. Outre Edernalier, je songe également au tabou Forisson, dépôt légal ou pas. Autrement dit, l'obscénité a changé de camp. L'enfer de l'ABN, réservé jadis à la pornographie, est toujours en place mais ne porte plus sur les mêmes secteurs. Égo-histoire. Lorsque vous avez été nommé à ce poste, certains membres du personnel ont craint au début que vous ne vous occupiez pas assez de l'ABN. Ils vous croyaient trop engagé dans la recherche pure et peu dans l'action. Or, vous avez été aussi, comme en témoigne votre passé politique, un militant actif. En effet, on peut même dire que j'ai été un activiste. Pour être précis, je l'ai été par 3 fois dans ma vie. Une première fois au PC de 19 à 25 ans avant de passer au PSU. Une seconde fois lorsque j'ai fait de l'administration avec Brodel entre 1965 et 1970, et enfin ici même, à l'ABN. De fait, j'ai longtemps eu l'impression, par vanité sans doute, que j'avais quelque talent pour l'action, et plus particulièrement, vous l'avez souligné, pour l'action politique. Ma famille me dirigeait naturellement dans cette voie. Mon père et mon oncle étaient des leaders syndicalo-politiques ou des banquiers. Ils ont été cassés à cause de leur vichisme. Mais sans ce destin familial contraire, je serais probablement aujourd'hui député indépendant et paysan, exploitant agricole dans le Calvados. Qu'est-ce qui fait que cela n'a pas eu lieu ? Je suis devenu communiste. La décision fut très lourde et du reste elle me pèse encore aujourd'hui. Cela m'a éloigné de tous mes amis d'enfance, les gens de mon village, ma famille. Encore aujourd'hui, il règne entre eux et moi, comme une impression malgré tout de trahison. En sorte que même aller sur la tombe de mes parents, chose tout à fait normale, ravive chez moi un passé parfois difficile. J'y vais de temps en temps,
mais je me sens un peu interdit de séjour dans ce village familial. Évidemment, c'est idiot et irrationnel. Est-ce la raison pour laquelle j'aime cette vie à la BN? Probablement. On peut serrer des mains, croiser toutes sortes de gens. Je retrouve un peu le village. En fait, si j'avais suivi cette voie naturelle, j'aurais sans doute épousé la fille du châtelain d'à côté et j'aurais été à la tête d'une famille nombreuse. Au demeurant, je l'ai bien connue, la fille du châtelain. Elle s'est effectivement mariée, est partie en Afrique du Sud et a eu de nombreux enfants. Pour moi, elle demeure l'un de mes premiers amours d'adolescence. Ceci dit, mon engagement communiste m'a quand même permis de m'affranchir d'un certain nombre de préjugés. Mais enfin, ce détour a été assez dévastateur. Je vois maintenant comment j'aurais pu arriver au même résultat, mais en suivant des voies moins dramatiques. J'aurais pu devenir l'espèce de centriste que je suis au fond, catholique un peu sceptique et vaguement épicurien. Compte tenu de l'engagement vichiste de certains membres de votre famille, et plus particulièrement de la participation de votre père au premier gouvernement de Pierre Laval, ne peut-on expliquer votre entrée au PCF par le besoin de prendre vos distances, en épousant une ligne idéologique contraire? Je crois en effet que la guerre y est pour beaucoup. La honte de Vichy, le refus d'assumer certaines conduites de la bourgeoisie pendant le conflit ont probablement joué. Certains d'entre eux ont été des résistants, ils n'avaient donc pas à rougir. Mais la pression anti-vichiste au sortir de la guerre était forte. Du reste, cette pression n'a cessé de croître depuis. J'ai parlé avec Dominique Jamais de cette période, et il me disait qu'on était beaucoup plus indulgent avec les vichistes entre 1945 et 1965 que maintenant. Je lui ai glissé que c'était là quelque chose que Mitterrand devait fort bien sentir. Bien sûr, à partir de mon engagement communiste, j'aurais pu faire de la politique. Mais à ce moment-là, il aurait fallu que je reste un militant stalinien. C'est ce que je pensais entreprendre au début, une espèce de carrière dans le PCF tout en me rendant compte de ses limites et de ses aberrations. Mais même là, la chose était impossible parce qu'il y avait le poids du passé familial. On me l'aurait constamment reproché. Je me serais alors peut-être tourné vers le syndicalisme, où je serais devenu ce que je suis aujourd'hui, un historien. De toutes les façons, à partir de 1955 à 1956, j'ai compris que cet engagement était ridicule. J'ai bien pensé un moment passer à l'extrême gauche en entrant au PSU. J'ai même eu pendant quelque temps une tentation trotskiste. J'ai d'ailleurs connu Lambert et surtout Castoriadis. Mais je n'ai jamais pu totalement m'inscrire à l'extrême gauche, parce que j'étais devenu trop anticommuniste. En même temps, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire double. Je vis sur un fond d'indignation permanente à l'égard de tas de choses. Heureusement, ma situation actuelle à la BN m'empêche de commettre des bêtises, étant soumis à l'obligation de réserve. Si on ne m'avait pas octroyé ce poste, j'aurais, sans aucun doute, continué mon engagement anti-totalitariste. Un jour, j'ai lu dans le quotidien de Paris une interview d'Étienne Balibar sur le prolétariat, donnée au bord de sa piscine. Saint-Tropez comme pôle de l'ultra-gauche des années 1960, ça ne me semble pas très sérieux. À l'inverse, j'aurais pu revenir à mon milieu d'origine. Mais il était un peu tard. De nos jours, les gens de talent, nés dans la bourgeoisie, ne sont ni enseignants ni intellectuels. On méprise les intellos et les pédagogues dans ce milieu, ce que je suis doublement devenu. En fait, j'ai plusieurs sujets d'indignation que je garde pour moi. De vieilles blessures probablement. Je viens d'une famille de droite et cela n'a pas été sans conséquence. Mon grand-père a été chassé de l'armée, vidé de la préfecture de Caen parce que monarchiste. Mon père, bien que résistant, a également participé au régime de Vichy, comme vous l'avez rappelé, et sa carrière en a été brisée, au même titre du reste que mon oncle. Il existe donc un petit sentiment d'exclusion à l'arrière-plan et peut-être la crainte permanente, sans doute injustifiée, d'être rejeté. Hier, j'ai lu le journal de George Friedman, couvrant toute la durée de la guerre de 39. Fils de banquier, cet ancien normalien et militant communiste se reproche dans ce beau texte de ne pas avoir été gentil avec sa mère. J'ai senti une espèce de communauté de destin avec lui. Il confesse un moment, ce n'est pas de ma faute, c'était les circonstances. Le XXe siècle a offert ainsi beaucoup de circonstances pour des désirs de rupture plus ou moins forts.
Du coup, si c'était à refaire, j'agirais sans doute différemment, et je ferais une carrière moins visible. C'est curieux, mon père m'a dit un peu la même chose. Si c'était à refaire, je ne serais plus ni ministre de Vichy ni résistant parce qu'à chaque fois j'ai pris trop de risques et de coups. Été 1988. Fin de la cohabitation et retour de la gauche au pouvoir. Le 14 juillet dernier, soit 2 mois après sa réélection à la présidence de la République, François Mitterrand donnait, à partir des jardins de l'Élysée, une interview à une grande chaîne de télévision. Il a annoncé, au cours de cet entretien, la construction prochaine de la plus grande bibliothèque du monde. Qu'en pensez-vous ? Le projet est évidemment grandiose. Inutile de le nier. C'est le plus grand projet culturel du septennat. Ceci dit, je suis à la tête de l'institution qui devrait accompagner ce projet. Or, je n'ai pas encore rencontré Mitterrand et si j'ai croisé Lang, c'est presque par hasard. Cela montre à quel point je suis désormais marginalisé. Chirac aurait probablement fait la même chose vis-à-vis d'un socialiste. Qui sait ? Mais cela trahit quand même le côté factieux de ce pouvoir, qui semble avoir écarté mon idée de BNB. Dans un récent entretien au Nouvel Observateur, je faisais l'éloge du projet Mitterrand, en me hasardant à peine du reste à en dire quelques mots. Cela n'a pas loupé. J'ai reçu un coup de téléphone très irrité du directeur de cabinet du ministère de la Culture, le dénommé Beck. J'expérimente ainsi, et progressivement le fait de n'être pas membre de la faction au pouvoir. Ceci dit, le Beck en question ne constitue pas un contact très précieux. J'ai aussi un ministre de tutelle avec lequel les choses se passent plutôt bien. Je ne veux donc pas jouer les victimes même si je me fais tancer par ses subordonnés. Mais je me heurte tout de même à un système assez clos. Sur les rapports entre la BN et la future bibliothèque, il existe en l'état actuel des choses bien des ambiguïtés. Ce projet est une façon à la fois de reprendre mon idée de BN-bis et en même temps, de l'élargir. Il n'est finalement pas exclu qu'il me garde à mon poste. Il me laisse d'ailleurs libre de faire un certain nombre de choses ici. Mais ne rêvons pas, l'actuel projet risque dans tous les cas de marginaliser la BN pourtant incontournable. On me dit quelquefois que la BN est inadministrable. Non, elle est administrable. Simplement, si j'avais été bien en cours avec Mitterrand, comme je l'étais du reste avant qu'il arrive au pouvoir, c'est moi qu'on aurait investi de la chose comme c'est le cas de mon homologue avec la bibliothèque Saint-Pancras en Angleterre. Or, ce n'est pas l'option qui a été apparemment choisie et ce, pour des raisons politiques et uniquement politiques. L'idée d'une BN-bis. En quoi consistait au juste ce projet de BN-bis, auquel vous semblez très attaché ? Le projet de BN-bis, dont je suis l'auteur, date du temps de Léotard. Il consistait à transporter à Saint-Denis, dans un endroit très convenable puisque proche d'un métro, tous les périodiques depuis 1959 à 1960, les journaux, le dépôt légal, l'informatique et les nouveaux arrivages, achats usuels et ainsi de suite. Le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et l'un de ses collaborateurs, avaient en effet repris mon idée. C'est là où l'on voit au passage, la dureté du monde politique. Se faire voler son idée, la mienne en l'occurrence, sans que l'on ne puisse rien dire. Parce qu'en même temps, ils sont absolument persuadés que ce sont eux qui l'ont eu. Mon collaborateur, Jean-Sébastien Dupuis, me confiait récemment qu'en lisant Balthazar Gracian il avait trouvé cette phrase merveilleuse. Quand vous voyez le prince, ne lui dites pas « J'ai une idée que je vous soumets », mais vous avez eu cette idée que vous avez oubliée et que je me permets, sœur, de vous rappeler. Un comportement somme toute très mitterrandien. C'est ce projet que l'actuel président a lui aussi repris mais de façon, je dois le reconnaître, tout à fait grandiose. J'en suis donc heureux. Sauf que j'en suis exclu. Faut-il pour autant parler de la plus grande bibliothèque du monde ? Ridicule. La plus grande bibliothèque du monde est la bibliothèque du Congrès, Library of Congress, à Washington. Ce n'est pas Mitterrand qui va refaire la bibliothèque du Congrès. Tout ceci, malheureusement, est symptomatique d'un certain provincialisme français. Elle peut néanmoins devenir une très grande réalisation, à l'échelle européenne et même mondiale. Où va-t-on la construire ? À Saint-Denis, semble-t-il, à la sortie du métro, avec une sorte de parvis pour l'entrée des lecteurs.
Un peu comme la TWA à New York. On ferait une arche et des tapis roulants à 3 minutes du RER. Ce sont les derniers bruits qui circulent, et sur lesquels je préfère observer pour le moment une certaine discrétion. On parle d'un terrain de 600 000 m², dont 420 000 construits, des jardins et 2000 places de parking. En fin de compte, cette très grande bibliothèque dépendra-t-elle ou non de l'ABN ? Pour notre maison, il serait important qu'elle en dépende. On voit d'ailleurs mal comment il pourrait en être autrement, à cause du dépôt légal. Ils veulent en effet le garder. Or, le dépôt légal revient de droit à l'ABN. Ce serait un coup de force sans précédent de nous l'enlever. Il y aura donc, d'une façon ou d'une autre, un lien entre les deux établissements. Entre nous, je ne souhaite pas que cette nouvelle bibliothèque s'appelle Bibliothèque Pierre Mauroy ou Valéry Giscard d'Estaing. L'ABN s'est toujours appelée Bibliothèque royale ou nationale. Elle n'a jamais porté le nom d'une personne. À l'heure actuelle, je possède 1 ou 2 contacts sincères dans les sphères du pouvoir, Attali et Biasini. D'après ce que j'ai compris, le projet mitterrandien reprendrait complètement le principe d'une BN bis mais avec une dimension technologique encore plus importante. À partir de cette idée de BN bis, on ferait une coupure générale vers 1960. Cela obligerait du coup à entreprendre le récolement de tout le vieux fonds de la rue Richelieu. En tout cas, il y aurait dans la nouvelle bibliothèque un fonds de livres commençant en 1960, tout le vieux fonds restant ici, à savoir les petits départements, et les livres bien sûr. Mais les choses peuvent encore évoluer. J'ai l'impression malgré tout qu'on va choisir 1960 comme ligne de démarcation entre les deux établissements, l'ancien et le nouveau. À mon avis, quelle que soit la date, ils ont tort car ils vont obliger à trier les livres. À moins de faire un récolement général. Ce serait pour le coup une excellente chose puisqu'on possède ici un tas d'ouvrages égarés ou mal classés par des magasiniers parfois peu consciencieux. La légende veut qu'il n'y ait pas eu de bon récolement depuis l'abbé Bignon, sous l'Ancien Régime. En fait, il y en a eu au moins un après la Seconde Guerre mondiale. Qu'appelez-vous les petits gags de la vie de courtisan, pour décrire votre quotidien d'administrateur général ? Se déroulait l'autre jour une réunion au ministère de la Culture, où je n'étais pas invité. Je m'y suis rendu quand même. Du coup Lang s'est pointé. On s'est entretenu très aimablement pendant une dizaine de minutes, et j'ai pu mesurer à cette occasion le contraste saisissant avec l'adjudant-chef qui lui sert de directeur de cabinet alors que lui-même sait se montrer très agréable. Double jeu classique. Nous nous étions donc très peu vus, alors que le projet d'une BN bis aurait dû nous amener à nous côtoyer davantage. Il n'empêche, Lang s'est aperçu hier que venait de sortir une histoire de la Bibliothèque nationale, écrite par l'une de nos collaboratrices et il a fait téléphoner, assez mécontent, qu'il ne l'avait pas reçue. Nous nous employons donc ce matin à lui faire parvenir, dans les plus brefs délais, cet unique exemplaire. Autre gag de la vie de cour, Lang m'a fait envoyer dernièrement ce carton où il est écrit. Dans le cadre de ses soirées de prestige, TF1 a prévu de réaliser une émission sur Marie-Antoinette. Il y aura Paul Lefebvre, Maître Paul Lombard et Maître Gisèle Halimi. Elle aura pour grand témoin Monsieur le ministre Jack Lang. Nous serions honorés par votre présence sur le plateau. Je me trouve donc parmi les invités de Jack Lang. Je ne parlerai pas, mais je serai figurant. Cela m'incite à penser que je ne suis pas trop mal en cour, en ce moment. Je ne suis pas de sa bande, et je ne tiens pas à en être, mais il semble m'apprécier. Stoléru, de son côté, fait des commissions de planification à tout va et il m'a nommé dernièrement président de la commission de l'an 2000. Je connaissais Stoléru du temps où il était giscardien. Je l'avais rencontré 2 ou 3 fois. C'est un type pas très amusant, un peu sinistre mais on me dit qu'il fut un assez grand économiste. Il s'est reconverti à la politique qu'il sert plutôt bien. Du coup, le voilà ministre d'un gouvernement de gauche. Il m'a donc sollicité pour présider cette commission sur un sujet pour lequel je n'ai ni plus ni moins de compétences qu'un autre. Lors de notre rencontre, il a même été un moment assez désagréable alors que c'est lui qui était venu me chercher. Il s'est adouci par la suite au point de devenir plutôt cordial. Dans ce groupe, il y aura Harlem Désir, ce qui ne m'amuse qu'à moitié, Lévi-Strauss et quelques autres. Bon, j'y vais.
Non pas que la chose m'enthousiasme, mais il faut bien traîner un peu dans les arènes du pouvoir. On le voit, ce n'est pas vraiment un métier de courtisan, mais il y a quand même un peu de cela. Il faut à la fois déchiffrer les signes et jouer le jeu. Ceci est utile pour l'ABN. Il existe une sorte de bourse officielle des valeurs, et dans un système socialiste, les gens qui n'en sont pas sont perpétuellement sur le qui-vive. À ce propos, je me rends compte aujourd'hui à quel point mes prédécesseurs ont subi des pressions auxquelles ils auraient peut-être pu ne pas céder autant. Ainsi, nous avons à l'ABN un fonds Aragon qui est manifestement un cadeau de langue aux communistes, du temps de l'Union de la gauche. Autre désagrément, on s'est fait voler un codex aztèque par un Mexicain, un petit salaud qui a voulu le revendre. Il s'agissait d'un manuscrit précieux faisant le lien entre la période aztèque et la période espagnole. C'est le vol le plus grave que l'ABN ait connu ces dernières années. Il date du temps où mon ami Miquel occupait le poste que j'occupe actuellement. Nous sommes, il va de soi, en négociation permanente avec le Mexique, mais jusqu'à présent, la France n'a jamais pu récupérer le document. Quand même, Lang avait forcé mon prédécesseur Gourdon à envoyer des Picasso au Mexique. Et comme le personnel s'y opposait, les Picasso sont sortis par la cour arrière. Je ne me suis personnellement jamais abaissé à de tels actes de servilité vis-à-vis du pouvoir. Qu'en est-il de vos rapports à l'intérieur même de la maison, avec les membres du personnel? Je connais mal l'histoire de l'ABN au XIXe et XXe siècle, mais il y aurait eu une époque assez étonnante, où les chefs de département étaient tout-puissants et dirigeaient les choses en soviet. Ce temps est révolu, mais il subsiste toujours chez eux une tendance à n'en faire qu'à leur tête. Ainsi, nous devions choisir un nouveau responsable pour le département des imprimés. D'aucuns voulaient que je fasse une réunion de tous les responsables de département, pour le nommer. J'ai tenu bon. Ils n'ont pas eu leur réunion et j'ai nommé la personne à mon idée, non pas un vieux de la vieille mais une jeune femme, compétente et active, Madame Sanson. Sur ce point, j'ai été soutenu par le ministère, y compris une fois n'est pas coutume, par Beck, membre influent comme on sait de la rue de Valois. Ce n'est pas tout. J'ai appris dernièrement qu'on fermait le service de prêt le samedi. J'ai poussé un coup de gueule, et j'ai été voir le responsable. On a produit une note et on a embauché 5 vacataires pour assurer le service. Je sais par ailleurs que le travail dans les magasins est extrêmement lent. Je vais là aussi intervenir. Bref, je prends le pouvoir peu à peu. La dame du département des imprimés partant à la retraite, une excellente chose, ce département atteint de gréviculture chronique, vient donc d'avoir une nouvelle directrice, laquelle devrait le sortir de sa léthargie. Quant au directeur administratif et financier, j'espère m'en séparer dès le mois de septembre. Nous avons énormément de mal à congédier les gens ici. Enfin, autre spécificité de la maison, les menaces de grève endémique. L'an dernier, en dépit de la présence d'André Miquel, excellent administrateur, il y a eu au mois de juillet une grande grève qui nous a fait un tort considérable et qui donne raison aux médisants qui prétendent à tort que l'ABN est ingouvernable. Pour ma part, j'ai réussi jusqu'à présent à éviter les arrêts de travail trop importants. Nous verrons la suite. Il y a bien eu dernièrement une grève des bibliothécaires adjoints, mais elle était localisée. L'important est que ces mouvements sociaux n'affectent pas la lecture et surtout la grande salle des imprimés, véritable baromètre pour les lecteurs de l'activité de la maison. C'est aux imprimés que les batailles se gagnent ou se perdent. Jusqu'à présent, je crois pouvoir dire que je suis parvenu à les éviter. Mais peut-être pas pour longtemps car se profile, en ce moment même, une histoire de prime d'habillement. Les magasiniers sont très mal payés comme on l'a déjà dit et si on leur enlève cette prime, parfaitement illégale par ailleurs, cela réduit leur salaire de 500 francs. Autrefois, en effet, on leur fournissait un costume puis on leur a donné un bon pour acheter le costume, et aujourd'hui le bon est devenu une somme d'argent qui en fait s'intègre au salaire et se dévalue de temps à autre du fait de l'inflation. Le conflit actuel porte sur la revalorisation de cette prime. J'ai donc intérêt à rester en bons termes avec le ministère et les syndicats. Je multiplie ainsi les petits gestes d'apaisement, pour ne pas me retrouver du jour au lendemain avec des salles de lecture fermées. De quelques grands administrateurs au cours du XX siècle.
Sans remonter à Charles V, époque à laquelle vous situez les origines de la Bibliothèque nationale, alors appelée Bibliothèque royale, pouvez-vous évoquer quelques figures marquantes parmi vos prédécesseurs au cours de la période contemporaine? Si l'on devait retracer l'histoire de la BN, tout au moins pour sa partie contemporaine, je la ferais commencer à l'administration de Julien Quint, véritable icône de cette grande maison. Nommé assez jeune, c'était un politique dans son genre. Était-il le protégé d'un ministre? Toujours est-il qu'on lui a donné la direction de la Bibliothèque nationale. Il s'est révélé un excellent administrateur et est resté en poste jusqu'en 1964, avec une interruption durant les années d'occupation. Globalement, il a fait du bon travail. Grâce à ses connaissances et à ses réseaux, il obtenait facilement des crédits. Cela lui a permis de construire et de rénover cette noble institution, et il a fini par devenir un personnage très influent à qui quantité de ministres ont fait la cour. Nous étions sous la Troisième République, ne l'oublions pas, où les hauts fonctionnaires étaient plus puissants que les ministres eux-mêmes du fait de l'instabilité gouvernementale. Franc-maçon et homme de gauche, il s'est fait révoquer sous Vichy, comme il fallait s'y attendre. Quint était une personnalité très mondaine, et comme tout mondain, il organisait des petits cocktails où l'on pouvait trouver des gâteaux faits à partir des groseilles de son jardin. Un type pittoresque en somme. Lui-même n'écrivait pas, mais il recevait le tout Paris intellectuel et yankee. Beaucoup de gens l'ont connu. Lorsqu'il a été déporté, on a mis à sa place un historien du nom de Failly. Vichiste convaincu, ce dernier a néanmoins assez bien défendu les manuscrits de la BN contre la convoitise des Allemands. Y est-il complètement parvenu? Je ne saurais dire. Failly avait été un pilier des mondanités les plus distinguées dans l'entre-deux-guerres, avec Gertrude Stein et la colonie américaine de Paris. Il était animé, non par la haine des Juifs mais par un rejet viscéral des francs-maçons. J'ignore pourquoi. Sa première action, sitôt nommé à la tête de Richelieu, où il est resté durant les 4 années de l'occupation, a été d'installer le centre de lutte antimaçonnique à l'emplacement de la Grande Loge de la rue Cadet. Il s'était donné pour tâche de récupérer les archives des frères. Au volant d'une vieille camionnette, il ratissait les villes réputées maçonniques pour récupérer ces documents, notamment dans le Midi de la France et plus particulièrement dans les Cévennes. Dans quel état d'esprit le faisait-il? Évidemment dans le cadre de la politique antimaçonnique de Vichy, mais aussi avec l'idée de les conserver. Sa collecte achevée, il les déposait dans un des magasins de Richelieu, sous un toit qui malheureusement prenait un peu la pluie mais sans trop entraîner de dégâts. Après la guerre, les francs-maçons s'étant plaints de cette mesure un peu discriminatoire, furent néanmoins très contents des précautions prises par la BN pour assurer malgré tout une bonne conservation de ces archives. Si l'occupation avait duré 2 ans de plus, je crois que Failly aurait racheté à peu près tous les immeubles du quartier pour les annexer à la BN. À la fin de la guerre, il a évidemment été mis à la porte et arrêté. Mais ça ne s'est pas trop mal passé pour lui, puisqu'il a gagné la Suisse où il a obtenu un poste de professeur. Il y a d'ailleurs fini ses jours, me semble-t-il. Cela étant, pour quelle invraisemblable raison, la BN du vivant même de Julien Quint, a-t-elle inscrit dans la grande salle des catalogues et en large caractère, salle Julien Quint, administrateur général de 1930 à 1966. Éclipsant ainsi la période vichiste et la présence de Bernard Failly, au nom d'une révision de l'histoire inadmissible de la part de ce grand historien que fut Julien Quint? Bizarre. Après Quint, on nomma Étienne Dennery, un ambassadeur un peu sur le retour. La légende veut qu'un jour, cet ancien normalien soit descendu à la salle des catalogues et qu'il se soit exclamé « Tiens, il y a des petites fiches en carton ici? Comme c'est curieux !» De 1974 à 1981, lui a succédé Georges Leridé. Celui-ci a fait du bon travail. Un peu trop impérialiste peut-être, puisqu'il pensait qu'on pouvait étendre le dépôt légal non seulement aux imprimés mais aussi aux films, aux vidéos, aux photos, aux costumes de théâtre, et que sais-je encore. Des problèmes personnels l'ont malheureusement freiné dans son action, et il a dû démissionner. C'est un peu dommage car sans cela, il serait resté nettement plus longtemps. Avec l'arrivée de la gauche, en 1981, on voit apparaître à votre poste Alain Gourdon, une vieille connaissance à vous.
Gourdon est en effet un de mes vieux camarades. Nous nous sommes connus en Cagne, à Henri IV, durant l'année 1944 à 1945. À l'époque, il n'était pas vichistophobe comme beaucoup de gens après la Libération. Ce dont les jeunes générations ne se rendent pas compte, c'est qu'à la Libération, pas mal de jeunes avaient gardé des sympathies vichistes, pro-allemandes ou favorables à la milice. Moi-même, quoique jeune, j'étais plutôt vichiste pour des raisons familiales. Denis Richet appartenait aussi à cette génération ayant dû virer sa cutie, passant de la vichistophilie à la vichistophobie, ainsi que Delamarre, devenu banquier par la suite, et évidemment Gourdon. Ce dernier a d'abord fait une carrière de conseiller d'État, je crois, une espèce de planque où on l'a extrait pour devenir administrateur de l'ABN. Il a écrit quelques ouvrages. D'abord sur le tiers-monde où il attaquait tous les pourris du tiers-monde, Nehru, Sukarno et quelques autres. Bref, il faisait une espèce d'éloge du colonialisme. Puis, il a donné dans l'histoire sexuelle et a écrit une sexologie de l'Occident. Il était en fait lié d'amitié avec Mitterrand et franc-maçon. Il faisait partie de ces amis de Mitterrand, originairement de droite, passés ensuite à gauche. Gourdon n'était pas dépourvu d'un certain humour. Entre autres textes, il a rédigé un livre sur les cadres. Je ne sais pas pourquoi, il n'y connaissait rien. Il m'a confié alors qu'il avait été pendant 6 ans l'amant de la femme d'un cadre. C'était une sorte d'intellectuel à gros grains, assez mondain, avec de temps à autre un côté m'as-tu vu. Premier socialiste installé à la tête de cette maison, il a très mal inauguré son règne. Dans les nombreuses interviews qu'il donnait ici ou là, il disait qu'il n'avait jamais mis les pieds à Richelieu, que c'était un fromage, qu'il aurait dû être ministre mais que finalement il n'était pas mécontent du fromage. Entre autres initiatives malheureuses, il a interrompu le prêt le samedi, prêt qu'on a eu toutes les peines du monde à rétablir par la suite. La parole d'un administrateur peut avoir parfois des conséquences inouïes. Ainsi, a-t-il cru que les gens de l'ABN travaillaient 36 heures par semaine alors qu'ils en faisaient en réalité 38. Il a donc fallu les mettre à 36. Les bêtises sans nom. Gourdon a suivi par la suite une formation, et les choses se sont un peu arrangées. Mais il était en mauvais termes avec Lang. Il s'est imaginé qu'il pouvait, avec le soutien de Mitterrand, aller contre Lang. Il a donné une interview, une de plus, où il attaquait celui-ci. Il a été limogé dans les jours qui ont suivi. Entre autres difficultés, Gourdon avait dû avaler la couleuvre de l'informatique et le choix calamiteux de la firme GEAC. Je crois qu'il avait fini par se faire à la tâche, et même par devenir un administrateur convenable. Au terme de son mandat, André Miquel a pris la suite. Ami de Lang et de moi-même, il a passé plusieurs années à Richelieu. Mais pour d'obscures raisons, il s'en est lassé. Il a, et c'est à son actif, développé considérablement l'informatique. Je crois en fait, qu'il appréciait assez peu la mentalité des conservateurs. La goutte d'eau a probablement été le rapport Beck. Léotard, le ministre de la Culture de Chirac, avait eu en effet l'idée, faute de mieux, d'occuper Beck qui, en tant que socialiste, n'avait plus grand-chose à faire dans un ministère de droite. Il lui a donc confié le soin d'établir un état des lieux de l'ABN. Cela a abouti à ce fameux rapport que Beck s'est efforcé de rendre très agressif. Est-ce que Miquel a cru que le rapport allait le mettre en cause ? Toujours est-il qu'il a préféré démissionner. Vous parlez peu de l'Arsenal, cette bibliothèque située non loin de l'île Saint-Louis. Elle constitue pourtant un satellite important de l'ABN, même si elle y a été rattachée sur le tard. À l'origine, l'Arsenal était l'ancien hôtel particulier de Sully. C'est là qu'il entreposait ses canons puisqu'on mélangeait à l'époque, public et privé. D'où le nom d'Arsenal. Puis, au XVIIIe et XIXe siècle, l'hôtel est devenu une bibliothèque. À l'heure actuelle, l'Arsenal est une espèce de boîte à livres abritant près d'1 million de volumes, contre 11 à 12 millions à l'ABN. L'Arsenal, satellite de l'ABN, est donc une bibliothèque importante. Placée sous la direction de Jean-Claude Garetta, elle est surtout composée d'un fonds littéraire. En droit, elle dépend donc de l'ABN, mais en fait, elle fonctionne toute seule. On y trouve notamment le département BN des arts du spectacle. En effet, Julien Quin avait reçu en dépôt une importante collection de livres sur le théâtre, soit environ 200 000 volumes. Et puis,
On ne sait pourquoi, il a eu l'idée de récupérer également des costumes et des maquettes alors que ce n'est pas vraiment notre vocation. Résultat, on ne sait pas quoi faire de ces costumes qui ont par ailleurs une très grande valeur. Beck, évidemment, nous a également critiqué sur ce point. Ainsi, une partie non négligeable de notre fonds est entreposée à l'Arsenal, lequel est plein à craquer. Si se construit un jour la nouvelle BN, on pourra sans doute y déplacer ce fonds. Mais le plus étonnant dans cette bibliothèque concerne le fichier. Longtemps, il n'y a pas eu de fichier alphabétique mais un fichier matière entièrement écrit à l'encre noire. Cela lui donnait un caractère archaïque impressionnant. Si bien qu'il y a encore 20 ans, pour venir faire des recherches, il fallait tenir compte des auteurs de ces fiches superbement rédigées. Pour mettre fin à cette situation ubuesque, Garetta s'est donc lancé dans la création d'un fichier alphabétique. En fait, il faudrait informatiser la totalité du fonds. Je trouve que nous avons là l'exemple même de ces aberrations françaises en matière de bibliothèque. Nous nous trouvons en présence d'1 million de volumes et un simple fichier matière. En même temps, la bibliothèque de l'Arsenal n'est pas très connue. Personnellement, quand je voulais travailler, j'allais à la BN. Je n'avais pas l'idée d'aller à l'Arsenal. Nous arrivons à la fin de l'été 1988. Où en est le projet TGB ? Aux dernières nouvelles, partirait dans le nouvel établissement, tout le fonds depuis 1960, tous les périodiques et tous les journaux. Ce sera mieux que le local de Versailles, beaucoup trop petit. Versailles du reste devait être une BN bis après la guerre, et puis Poniatowski, porte-flingue de Giscard, a préempté en 1974 le tiers du terrain disponible pour en faire un commissariat de police. Plus généralement, le problème des pressions politiques sur le choix des emplacements est un problème récurrent. L'archipel des terrains et des bâtiments dont dispose Richelieu est fonction de l'histoire politique. Je suppose que beaucoup d'administrations se trouvent dans cette situation. Un exemple parmi d'autres, l'installation du site de désacidification à Sablé, dans l'ancien fief du ministre gaulliste de l'époque, Joël Le Teul. Il est installé dans un joli château du XVIIIe siècle, avec des toits en pente et des murs lambrissés. Mais le bâtiment n'est pas du tout fonctionnel. L'avantage, dirais-je, si je voulais être cynique, est que la main-d'œuvre y est aussi mal payée qu'à la BN. À l'époque socialiste, il y avait eu une autre idée d'établissement satellite de la BN en Ariège cette fois. Heureusement, cela n'a pas eu de suite. Il s'agissait d'un vieux bâtiment, situé en pleine montagne, sans aucune autoroute pour y conduire. On devait disposer aussi d'un bâtiment à Redon, chez Madelin, un libéral assez doctrinaire, un fils du peuple, selon une expression chère à Maurice Thorez. Cela faisait partie du jeu complexe des socialistes, avec des cadeaux à gauche bien sûr mais aussi de temps à autre, un cadeau pour un politicien de droite susceptible de leur rendre service. Il serait même question ces temps-ci, d'un terrain BN à Saint-Quentin en Yvelines. Ceci dit, le projet avance et pour le moment j'en suis assez content. Nous avons une nouvelle mission composée de Michel Melot, directeur de Beaubourg, et de quelques autres. Il semble que ce sera le même administrateur général qui dirigera les deux établissements, BN et BNB. Le nouveau site serait donc implanté à Saint-Denis avec le dépôt légal, mais l'administrateur garderait son appartement de prestige ici. Le plus important est de conserver une unité entre ce merveilleux fonds, irremplaçable, et l'extension. Pour le moment, ou bien nous devenons l'extension de Saint-Denis ou c'est l'inverse. En tout cas, l'idée d'une unité organique entre les deux semble maintenant bien assurée. Sur ce point, je suis donc plutôt optimiste. Un bonheur n'arrivant jamais seul, j'ai pu enfin croiser Mitterrand l'autre jour et j'ai eu droit à un sourire. En bon lecteur de Saint-Simon, j'ai scruté le visage du monarque pour le décrypter. Du coup, j'ai contacté quelqu'un à l'Élysée. Je crois qu'en ce moment, il y a une double série de conflits entre d'une part l'Élysée et probablement Lang qui pourtant soutient ce projet, et d'autre part l'éducation nationale et la question des BU, les bibliothèques universitaires. Petit bémol, à l'intérieur même du projet, une mission TGB s'est formée dont je suis apparemment exclu. Automne 1988. Quels sont vos rapports avec le pouvoir socialiste, vous qui avez été placé à ce poste par un gouvernement de droite? Il existe dans le pouvoir culturel socialiste,
comme dans le pouvoir socialiste en général, quelque chose qui me frappe au plus haut point. L'espèce de facilité avec laquelle les gens se plient au modèle monarchique et admettent volontiers qu'ils font partie d'un gang ou à tout le moins d'une caste. Ils se positionnent, comme on dit aujourd'hui par rapport à Mitterrand, dans la posture de ceux qui reçoivent des faveurs et qui sont capables d'en transmettre, qui sait de quelle façon. Une belle illustration de la mutation d'un groupe de démocrates en un groupe d'oligarques comme sous-jacente à l'idée de démocratie. J'ai rencontré il y a peu un garçon charmant, Erik Orsena. Il a obtenu du pouvoir actuel un poste de conseiller d'État, et il admet volontiers l'existence de l'octroi des faveurs et des ressources par le pouvoir, réduit finalement à la décision d'un seul et démultiplié par l'entourage. Ce sont des gens qui possèdent un système de valeurs, mais qui en même temps sont bien décidés à profiter des avantages que donne ce même pouvoir. Premier voyage. Vous multipliez ces temps-ci les voyages à l'étranger, ce que vos détracteurs vous reprochent du reste. Où êtes-vous allé ? Pour mon premier voyage, en tant qu'administrateur général de la BN, je me suis rendu en URSS, à la bibliothèque Lénine. J'ai un peu parlé avec les gens, et j'ai perçu un changement assez sensible au niveau des mots et des publications. Ils ont un service informatique composé de 80 personnes, alors que nous n'en avons que 20. Mais nous possédons une véritable informatique alors que sont encore très en retard. Il s'agit plus globalement d'un personnel en surnombre assez important. En même temps, les rayonnages sont bien tenus. Là aussi, le personnel est entièrement féminin. Plus encore qu'ici. Pour le reste, rien n'a changé, il n'est pas facile par exemple d'inviter quelqu'un à prendre un verre. Ils refusent, ils ont des directives. Gorbatchev, pour sa part, est vu comme un salaud, responsable de tous les malheurs de l'actuelle Union soviétique. À cette occasion, je me suis rendu compte que j'avais un vocabulaire de marxiste des années 50. Ainsi, la notion de classe ouvrière n'a plus le prestige qu'elle avait jadis. Après l'URSS, j'ai effectué un voyage, aux États-Unis cette fois. J'étais accompagné par un diplomate du nom de Chouraki, un type agréable, et Lang bien sûr. Je connaissais Lang par l'image très négative qu'en donnait Gourdon. En réalité, Lang est quelqu'un de plutôt courtois. Nous nous sommes rendus à Washington pour visiter la bibliothèque du Congrès. J'ai été impressionné par l'informatique. La BDC compte en effet 700 personnes qui ne s'occupent que de ce secteur. L'invitation m'avait été faite par Lang. Ceci dit, je devais me rendre en Angleterre avec lui dans 15 jours. Mais plus personne n'en parle, ou le projet a été annulé ou ils ne m'ont pas inclus dans le voyage. Une carrière d'historien. Quel regard jetez-vous sur votre carrière d'historien à présent que vous êtes installé dans cet illustre bureau de la rue Richelieu ? Elle s'est déroulée sans trop de problèmes. Regardons Barthes. Lui et Foucault étaient en plein triomphe. Ils ne sont pas oubliés, certes, mais ils sont peut-être morts trop tôt. Braudel, en revanche, s'est épanoui sur le tard et sa biographie demeure un modèle post-mortem. Même un ami comme Furet, qui fait un très beau parcours, me plonge dans une espèce d'ambivalence. Je suis partagé entre une joie sans mélange et parfois une sorte de réserve. Toujours ce vieux réflexe. C'est déjà ce que remarquait Jean-Paul Aron à propos de Foucault. Aujourd'hui, je figure souvent parmi les anciens. Une espèce de prime à l'âge sans doute. En règle générale, on trouve presque toujours des hauts et des bas dans une carrière. Personnellement, j'ai connu quelques creux et puis il y a eu la sortie de mon Histoire de France ainsi que ma nomination ici. Cela ne m'empêche pas de conserver des ambitions intellectuelles puisque je travaille actuellement sur le tome 3 de l'Histoire de France. Mais je n'ai plus d'ambition politique comme lorsque j'étais jeune. Elles sont à présent derrière moi. La BN constitue donc le sommet, assez escarpé du reste, de ma carrière et j'en suis plutôt content. Il est vrai que si on me le proposait aujourd'hui, avec tout ce que je sais, peut-être ne l'accepterais-je pas. Je ne mesurais pas en effet à quel point le personnel de la maison était difficile. Avec les conservateurs les rapports sont vivables mais les magasiniers, surtout s'agissant de salaire, sont plus susceptibles. On peut néanmoins comprendre les réactions de frustration et de jalousie sociale. Les bibliothécaires adjoints, qui étaient restés tranquilles jusqu'à présent, font à leur tour des espèces de grèves perlées et les magasiniers réclament sur le champ une prime au même titre que les bibliothécaires adjoints.
On peut trouver la chose méprisable. D'un autre côté, ce sont des gens qui gagnent mal leur vie. On pourrait dire que les conservateurs constituent une sorte de bourgeoisie, voire d'aristocratie, d'un niveau intellectuel supérieur, les bibliothécaires adjoints, la classe moyenne tant aimée des bons rois, et les magasiniers forment la classe laborieuse au meilleur sens du terme. Les comparaisons internationales sont, de ce point de vue, instructives. À Tokyo par exemple, ils ont privatisé la communication des livres désormais plus rapide, en la confiant à une entreprise privée. C'est le Japon. Rien à voir avec le côté un peu courtelinesque de l'administration française. Pour en revenir à ma carrière, je ne crois pas que je pourrais la mener comme avant. Le travail de l'historien, qui fut longtemps un travail d'équipe, a beaucoup changé. En quoi a-t-il changé ? Jusqu'en mai 68, on n'avait non pas de modestes collaborateurs mais des vacataires qui faisaient des recherches, de qualité variable, pour l'enseignant titulaire. Recueillir des données chiffrées, trouver des références bibliographiques, et ainsi de suite. À partir de mai 68, on a titularisé tous les vacataires. À ce moment-là, ils ont pris leur indépendance et ce système n'a plus été possible. Je crois au fond qu'il y a deux façons de travailler. La thèse dans laquelle vous vous immergez pendant une dizaine d'années, ou effectuer la même tâche en 2-3 ans mais avec des collègues et amis. Le tournant pour moi s'est produit en 1970 quand je suis entré à la Sorbonne. Brodel m'en a un peu voulu, car lui-même n'avait jamais réussi à y être nommé professeur. La chose semblait l'avoir attristé, et il voulait que j'intègre directement le Collège de France à partir de l'EHESS. Mais je n'ai pas le tempérament d'un Bourdieu, d'un Brodel ou d'un Furet qui sont des gens capables de diriger des groupes très importants, avec pas mal d'autorité et de mener, à côté de cela. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.